Vision de l'actualité avec Paulo Dantas. Bonjour à tous, bienvenue à cette édition. C'est quand même une édition spéciale des visions de l'actualité qui va prendre exceptionnellement la place des sociétés avec Nick Penn cette semaine et la semaine prochaine. Je suis Paulo Dantas et comme toujours, nous allons plonger au cœur de l'actualité politique avec des invités quand même des choix ici. Au programme aujourd'hui, nous revenons sur le moment qui va être clé pour la politique américaine, l'entrée en fonction de M. Donald Trump. Oui, il revient à la Maison-Blanche. Quels seront ses premiers gestes? À quoi doit-on s'attendre dans les prochains mois? Pour en parler, nous accueillerons, qui est déjà avec nous en studio, Philippe Labrec, chroniqueur et aussi enfin observateur de la scène politique. Il collabore aussi à la revue Actualité. Par la suite, on va changer un peu les caps. On parle de la politique américaine. On revient chez nous ici au Québec. On va parler des politiques québécoises avec une course très intéressante qui s'amorce, qui a un peu d'ombre là-haut à cause de la course au fédéral, mais on va parler de la course à la chefferie du Parti libéral, oui, du Québec. Qui sont les candidats en liste, quelles sont leurs idées, quel avenir pour les partis qui a quand même pas mal de problèmes au sondage. Et on va parler de tout ça avec Antoine Dion-Charec, c'est un analyste politique qui connaît vraiment bien le Parti libéral. Donc, il viendra nous décortiquer cette course et nous livrer quand même son analyse. Donc, un programme quand même chargé, ça va être très captivant. On vous attend en grand nombre. Donc, restez avec nous sur Vision de l'actualité. Mais tout avant de plonger dans nos sujets d'aujourd'hui, je voulais quand même faire un petit tour sur un petit tour de presse rapide sur les nouvelles politiques de la semaine, au cas où vous avez manqué ça. Au tout début de la semaine, si vous n'avez pas remarqué, quand ça a commencé toute la guerre contre la tarif de Donald Trump, on a une des premières personnes qui ont sorti, c'est Rouba Gazal, la porte-parole de Québec solidaire, qui a dévoilé que pour elle, une stratégie pour faire face à Donald Trump était vraiment de demander au Premier ministre François Legault d'utiliser des tarifs, oui, d'Hydro-Québec comme levier des négociations. Bon, on sait que tout est sur la table. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Il y a un comité qui discute tout ça. Et en parlant de ces comités, si vous avez manqué aussi, il y a une rencontre avec tous les premiers ministres. Ben, il manquait une personne, Mme Danielle Smith, qui n'était pas en personne, était en visioconférence. Mais une chose qui a beaucoup marqué cette rencontre, c'est la fameuse casquette du Captain Canada qui a place. Il s'est occupé cette poste. Il est coupé par M. Doug Ford. Donc, lors d'un point de presse, il avait une casquette bleue qui on pouvait lire « Les Canada n'est pas à vendre ». Donc, tout ça, bien sûr, a enflammé les réseaux sociaux. Puis, pas juste les réseaux sociaux, parce qu'on a su que la compagnie qui a fait la casquette, elle a ramassé plus de 20 000 juste les premières minutes. Donc, c'est sûr que ça va avoir une version française et puis ça continue. C'est bien. Puis, une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que pendant qu'il y a des gens qui essayent de comprendre Trump de façon très philosophique. Lui, M. Ford a bien compris comment que ça fonctionne, la question de la célébrité, les sensationnalismes. Donc, il a bien fait. J'ai trouvé que c'était un bon coup. Mais on a aussi d'autres choses qui ont marqué la semaine. Bien oui, on ne peut pas s'en passer. La course à la chefferie au Parti libéral du Canada. Il y a eu l'annonce. Une annonce quand même assez, j'ai trouvé, spéciale de M. Mark Carney. Il a lancé sa campagne et il disait qu'il voulait redresser l'économie. J'ai trouvé ça un peu spécial quand même. C'est quelqu'un qui était un ancien gouverneur de la Banque du Canada. Son CV, c'est vraiment impressionnant. Oxford, Harvard, tout ça. Mais ici, le fait de se présenter quand même comme un candidat centriste, déjà, ça dit beaucoup parce qu'il veut d'abord se distancer de la gauche de M. Trudeau, qui était vraiment à gauche du Parti libéral du Canada. Et il n'hésitait pas non plus à prendre ses distances par rapport au bilan.
Mais il ne faut pas oublier non plus que c'était lui, les conseillers financiers, économiques de M. Trudeau pendant longtemps. Donc, je ne sais pas comment il va faire ça, cette magie. C'est bien beau en politique de dire « Oh non, je pense différent, j'ai mon plan. » Mais il va falloir qu'il réponde de ses actes et tout ce qu'il a fait où on est aujourd'hui au niveau économique. Donc, ça va être très difficile, mais c'est ça. C'est lancé pour M. Carney. Il est officiellement à la course du Parti libéral du Canada. Une autre personne aussi qui s'est lancée cette semaine, une autre personne très importante, Chrystia Freeland, oui, elle a aussi s'est lancée, c'est elle, la responsable pour la sortie, on va dire la sortie, ils ont invité M. Trudeau de se retirer parce qu'il n'avait pas de choix, mais la candidate, elle a donné une entrevue, surtout au contraire de M. Carney, elle a décidé de donner une entrevue en français, elle était aux ondes de TVA avec M. Zappa, elle parlait tout tranquillement, elle parlait son français, une voix très basse, mais je me rappelle toujours, les gens vont se rappeler ici, qu'à chaque idée de M. Trudeau, même les idées plus inexplicables, M. Trudeau, les choses qu'il a sorties, elle était toujours à son côté. Soit pour la dette, qu'ils ont vraiment doublé la dette, elle était là. La crise du logement, qui en vivent partout au pays, elle était là. L'explosion de seuil des migratoires, elle était là. Son adhésion aussi sans faille au multiculturalisme, elle était là. La légalisation du cannabis, elle était là aussi. Donc, toutes les dérives religieuses, culturelles, toutes ces choses-là, elle était là. C'est une autre aussi qui va essayer de dire que c'est la seule capable de battre Trump. Mais il ne faut pas oublier que même si elle essaye de déterminer les sujets de la campagne, c'est pour se battre contre Trump, être premier ministre d'un pays, c'est pas juste se battre contre la puissance du Canada. Il y a plein de choses qui ont de problèmes chez nous. Donc, juste l'effet de dire « je suis là pour combattre Trump », je pense pas que c'est la seule chose qu'on a occupée, mais on va voir. Tout ça va se passer très vite, parce qu'il va falloir vous trouver un chef pour combattre, pour s'y battre contre M. Poilievre qui vole dans les sondages. Sans oublier aussi que le côté multiculturel de M. Trudeau, on peut pas jamais oublier la représentante spéciale du Canada qui a été nommée sur la lutte contre la islamophobie, Amira El-Gawabi, qui a été toute une controverse ici au Québec. Et donc, c'est ça, elle était la personne qui était tout le temps avec lui. Les gens vont se rappeler de ça. Elle a endossé chaque décision, étant pas seulement la numéro 2, mais la vice-première ministre. On va voir comment ça va donner. Ça va être une lutte peut-être à deux. Il y a d'autres qui vont s'ajouter, mais on va voir. Donc, c'est ça pour notre petite revue de presse. On fait une petite pause, puis on revient avec le sujet du jour, avec notre invité du jour, pour parler des politiques américaines. Politique américaine. On plonge directement dans l'actualité de la politique américaine, donc un sujet incontournable, surtout pour nous autres ici, c'est les retours de Donald Trump à la Maison-Blanche. Donc, après une campagne électorale marquée par des controverses et une division profonde du pays, donc on appelle les États désunis des Amériques, Trump y entame quand même son mandat avec des grandes promesses, des décisions qui feront assurément réagir pendant longtemps ici. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Labrec, qui est un chroniqueur. Il connaît bien la politique américaine. Il contribue beaucoup avec la revue à l'actualité. Donc, quelqu'un qui connaît la politique américaine, il va nous en parler davantage. Monsieur Labrec, bonjour. Bonjour. Donc, avant de commencer, comment vous voyez un peu tout ça quand on parle de M. Trump, comment va se passer la sémentation? Mais avant de plonger sur M. Trump, comment avez-vous vu les derniers discours de M. Biden? Quel bilan on pouvait tirer des 4 ans de Biden à la présidence? De mon point de vue, Biden a été le président non-président. Ce que je veux dire par là, c'est que on se rappellera qu'en 2020, lors de son élection, le Parti démocrate, et j'ai envie de dire une espèce de complexe médiatico-démocrate, dans le sens Parti démocrate et les médias, étaient une mèche, si je peux dire, pour s'assurer que Biden gagne l'investiture démocrate. Le parti avait décidé que Biden leur donnait la meilleure chance de battre Trump. Je ne dis pas que les primaires étaient truquées ici, là, mais j'ai dit qu'elles étaient largement influencées par le parti et leurs acolytes au sein des grands médias pour que Biden la gagne. Le pari était gagnant, dans le sens où Biden a clairement battu Trump en 2020. Mais ce qu'on s'est rendu compte par la suite, c'est que pendant sa présidence, et même lorsque le Parti démocrate l'a forcé à abandonner la course présidentielle en 2024,
c'est que le parti le contrôlait entièrement. Le président des États-Unis était, j'ai envie de dire, redevable à son parti, peut-être même avant le pays. Et qu'on a constaté son déclin cognitif, entre guillemets tard, en 2024, lors de ce fameux débat avec Trump. Ça, bon. Entre guillemets, parce qu'il y en a plusieurs qui disaient dès 2019, lors de la primaire, que Biden n'était clairement pas pleinement en possession de ses moyens, qu'il y avait des problèmes de santé, au niveau cognitif, pas des problèmes de santé en termes de maladie, pas qu'on sache du moins. Et là, je crois que c'était déjà légitime en 2020 de questionner sa capacité à gérer le pays, surtout le rôle du président des États-Unis, qui n'est pas n'importe quoi, c'est l'homme le plus puissant au monde, on s'entend. Et clairement, en tout cas, à mon avis, en 2020, déjà, il y avait des signes, sinon des évidences, que cognitivement, il n'était pas entièrement en possession de ses moyens. Mais bon, il était entré à la Maison-Blanche, il l'a gagné, il a remporté les élections en 2020. Et par la suite, on avait l'impression à chaque conférence de presse, à chaque allocution, à chaque fois qu'une nouvelle importante sortait, c'était pas vraiment lui qui parlait. On voyait que ses conseillers proches soient limités. Trop contrôlé, on s'entend. Extrêmement contrôlé. Il ne donnait pas des entrevues. Il y avait tout le temps une question d'aseptiser les choses, de préparer les scénarios. C'était comme une mise en scène pour qu'il puisse faire ses points de presse. Et c'est ce qui me fait dire que c'était un non-président. Il occupait la place, mais quelqu'un d'autre ou un groupe de personnes avec une influence assez élevée contrôlait un peu ou décidait à sa place. J'ai envie de dire, je ne dis pas que Biden n'avait aucune contribution, je dis juste que c'était pas un Trump ou même un Obama ou un Clinton ou un Bush à l'époque qui disait on va faire ça, mettons. Je crois que Biden était très affaibli au sein même de la Maison-Blanche pendant les 4 ans qu'il y était. Et on a eu la confirmation qu'en fait, le parti l'a forcé. On sait aujourd'hui que c'est un putsch. Biden a été très amer face à son propre parti, de l'avoir forcé à abandonner la course et de donner la place à Kamala Harris. Donc, on voit qu'il était relativement faible. C'est pour ça que je dis que c'est un non-président. Après, ça, c'est à l'interne, très politique des partis. Au point de vue économique, force est de constater que Biden était un succès. Après, est-ce que Biden en est responsable? J'ai tendance à dire que la plupart des présidents ont peu d'influence sur l'économie. Il y a des facteurs beaucoup plus importants que les décisions présidentielles. Ceci dit, Biden a supervisé, si on peut dire, une montée en flèche du déficit et de l'endettement. Ce qui n'est pas unique à Biden. Ceci dit, Trump avait fait la même chose, Obama avant, Bush avant, Clinton avant. Je veux dire, c'est une constante depuis 50 ans aux États-Unis. Les déficits sont structurels et les endettements sont infinis, j'ai envie de dire. On va rentrer dans le niveau d'économie tantôt, mais avant, comme vous avez parlé vraiment de la campagne, parce que la campagne était vraiment laborieuse. Écoute, les débats, ça allait vraiment mal. On a vu les premiers débats, c'était horrible pour M. Biden. C'était l'image du vieux monsieur qui avait les regards un peu perdus, puis ça, c'était la différence d'âge entre lui et Trump, c'était pas grand-chose. Donc, c'était vraiment, lui était un peu plus, on sait qu'une présidence, ça use une personne, puis après, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas y aller plus loin, ils ont embarqué Mme Harris qui faisait des interviews tout contrôlées. C'était vraiment dégâché du début à la fin. Et ils n'ont pas été capables aussi de parler aux vrais Américains. Je vais écouter votre point de vue là-dessus, mais je pense que Mme Harris, quand elle a commencé à sortir toute la gang, la chambre d'écho de Hollywood, les gens qui étaient là, mais tandis que Trump, il parlait les choses comme vous parlait tantôt au début, il parlait d'économie. Les gens voulaient parler d'économie, des coûts de la vie, de l'inflation, tandis que Biden et Mme Harris, ils ont parti à dire « c'est les dictateurs qui s'en viennent, c'est les droits de femmes qui vont... » Et puis, ça allait que, selon le résultat, les gens étaient plus à l'écoute de ce que M. Trump avait à dire. C'est une bonne analyse. Je contextualise tout ça. Je théorise tout ça, si on peut dire. Et je remonte à 2016, où je crois qu'on a eu avec la victoire du Brexit, j'inclus la victoire du Brexit au Royaume-Uni, là, le camp du Leave, là, donc quitter l'Union européenne, et la victoire de Trump en 2016, à mon avis, ça marque la fin du moment du triomphe libéralisme et de la mondialisation heureuse qui date, grosso modo, de la chute du mur en 89 jusqu'à à peu près 2016. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que les États-Unis étaient non seulement incontestables, c'était la seule puissance qui restait dans le monde, et les Américains eux-mêmes avaient ce sentiment. Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État dans les années 90, sous Clinton, lors de la guerre dans les Balkans, avait, je crois mot pour mot, parlé de l'empire du bien en parlant des États-Unis. Il dit, c'est la première fois dans l'histoire qu'on a un empire qui vraiment domine la planète et qui la domine pour le bien, pas pour son propre intérêt nécessairement. C'est un peu n'importe quoi à mon avis, mais les Américains y ont cru, je crois. Les Américains y ont vraiment cru. Et cette période s'est terminée, je crois, en 2016.
avec Trump était le symptôme et non la cause de ceci. Hein. C'est pour ça que je dis que la cause de ceci, c'est que les Américains, le citoyen moyen dont vous parlez, qui ne fait pas partie de ces élites côtières, donc de Seattle à Los Angeles à l'ouest et de New York jusqu'à Miami à l'est, là, qui vit dans ce qu'on appelle l'interland, le flyover country, comme les Américains disent. Flyover country dans le sens où vous prenez l'avion à New York, vous débarquez à Los Angeles, vous descendez à Los Angeles, et tout ce que vous avez survolé, c'est vraiment juste, on s'en fout. C'est très condescendant comme façon de voir, mais c'est une réalité sociologique américaine. Trump a réussi à parler de ces gens-là, et c'est ces gens-là qui, au final, en 2016, ce que Hillary Clinton avait appelé les déplorables, les deplorables à l'époque, extrêmement condescendant, on s'entend, qui, en 2016, ont dit non, la mondialisation heureuse, elle est terminée. Et l'empire du bien, il est terminé. Les États-Unis et le président des États-Unis va représenter les intérêts des Américains avant les intérêts de nos partenaires, nos alliés, nos partenaires commerciaux. L'aventurisme militaire va aussi se terminer. Il faut comprendre aussi, c'est à peu près la fin de la guerre d'Irak et d'Afghanistan. Même si ça vient après. Là, mais c'était proche de les ça allait ensemble. Ça allait ensemble. C'est pour ça que je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre la campagne de 2024. C'est que c'était une prolongation du moment qui avait été officialisé par la victoire de Trump en 2016 avec l'interlude de 2020-2024, victoire de Biden. Ce qui fait qu'Harris est incapable de parler de ça. C'est pas dans son logiciel. C'est pas juste la faute à Harris, parce que je me rappelle que quand M. Biden, il était élu la première fois, il a donné une entrevue, puis il disait, oui, là, on va mettre... Il avait comme une mission. Sa mission, ce n'est pas laisser que Trump rentre à la Maison-Blanche. Donc, lui, c'était là pour préparer la relève. Donc, il parlait de Mme Harris. Tout le monde s'attendait qu'elle allait avoir des dossiers plus costauds, qu'elle allait être plus de... Quand ça arrivait les moments, il dit, écoute, ça va être toi de prendre la relève. Mais je ne sais pas que ça se passait entre-temps. Ils ont comme caché Mme Harris pendant 4 ans. Elle a essayé de jouer un peu avec les dossiers de migration qui n'a vraiment pas marché. C'était vraiment un fiasco. Puis, 2 mois avant l'élection, ils ont essayé de vendre comme « Ah, la personne... » Écoute, ça n'a vraiment pas marché. Donc, je pense que c'est pas juste Trump qui a gagné vraiment. Ce sont les démocrates qui étaient dans leur chambre d'écho qui ont perdu vraiment l'élection dans ce sens. C'est tout à fait vrai qu'ils l'ont perdu à l'interne, je peux dire, comme ils l'ont perdu, comme ils ont échoué face à l'adversaire qui était Trump dans ce cas-ci. Et en effet, ce que j'en comprends, c'est que Harris, dès 2020, était pressenti au sein des démocrates pour potentiellement être la candidate en 2024. Ou du moins 2028. C'est ça que tout le monde pensait. Ouais. C'est ce que plusieurs disaient à l'interne. Représenter le progressisme, j'ai envie de dire, identitaire. Bon, c'est une femme non blanche. Donc, c'est ça, exactement. Donc, elle cochait plusieurs cases. Elle avait une carrière quand même assez impressionnante aussi. Donc, elle avait un dossier, elle avait un CV, comme on dit. Comment dire? Mais ceci dit, ce que j'en ai compris, c'est qu'au début de la présidence de Biden, comme vous avez dit, on lui a donné le dossier de l'immigration qui était central. Trump a largement gagné en 2016, en grande partie par son discours anti-immigrationniste. Et donc, les démocrates voulaient reprendre ce discours-là, qui était quand même très... Clinton avait le même discours, hein. Les gens ont oublié, là, mais Clinton, dans les années 90, avait le même discours que Trump en 2016. Et ça avait fonctionné. Et je crois que les démocrates ont tenté à leur façon de reprendre le dessus dans ce discours qui est primordial pour remporter les élections présidentielles et législatives, et se sont dit, ben voilà, on va donner ça à Mme Harris, ça va être son dossier, ça va donner un petit peu de... Elle avait tout pour réussir. Elle avait tout pour réussir. C'était une femme racisée, c'est une femme qui de 2 origines... Donc, on s'attendait vraiment à quelqu'un qui connaît, mais qui a une forte sensibilité par rapport à ça. Donc, et en plus, c'était plus difficile de l'attaquer. Donc, c'était vraiment gagnant-gagnant dans le sens des stratégies, mais... La réalité, c'était... Au niveau de l'image, c'est gagnant-gagnant. Je crois que s'il aurait été un peu plus loin superficiellement que l'image, il se serait rendu compte que... Mais premièrement, quand elle était procureure générale en Californie, elle était extrêmement sévère envers toutes les sortes de violations, d'infractions envers les criminels quelconques. Elle n'était pas du tout du genre à laisser les criminels sortir de prison. C'était pas son style. Donc, comment dire... Elle avait l'image, comme vous avez dit, mais en profondeur, peut-être que ça aurait pu lui servir, sa sévérité au niveau de l'immigration, mais peu importe, elle a échappé, comme on dit, la balle, le ballon, et on lui a retiré le dossier assez rapidement. Apparemment, c'était la zizanie complète à l'interne. Ouais. Et c'est pour ça que Biden et son équipe ont finalement mis Harris de côté pendant toute sa présidence, qu'on a peu ou pas entendu parler d'elle, quand en fait, au départ, c'était exactement l'inverse. C'est que c'est carrément mauvais. Là. C'est carrément incapable de gérer quoi que ce soit à l'interne.
Et donc, le gros dossier de l'immigration qui était central des démocrates est devenu un boulet pour eux au lieu. Et c'était largement de la faute de Harris. Oui, c'est ça. Parce qu'on a vu, il y a eu un sondage Gallup récemment qui disait, ils ont posé la question comment les Américains voyaient sur la perception certains points. Puis quand on voit d'immigration, une partie, 13% pensent que l'immigration est vraiment... 64% pensent qu'il a reculé. C'est beaucoup. Le seul, ils ont reculé selon les Américains sur l'immigration, sur l'écart entre les riches et les moins riches. C'est une marque des démocrates. Ils ont reculé dans l'état de l'économie. La seule chose qu'ils ont un certain gain, c'était par rapport aux conditions de LGBTQ, toutes les lettres qui viennent avec. Mais donc, ça veut dire qu'ils ont vraiment mal ciblé l'électorat. Puis c'est ça, les résultats, on a vu sur qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que Harris était simplement une mauvaise candidate. Il y a peu de gens qui ont eu le courage de dire au tout début, lors de sa sélection, quand ils ont passé à côté de la primaire, quand ils sont allés par-dessus, donc ont évité de faire une primaire puis ont simplement nominé Harris. Justement parce que c'était une femme, entre guillemets, racisée qui cochait certaines cases. Et donc, beaucoup de gens avaient peur de se faire traiter de raciste et d'intolérant s'ils devaient la critiquer et dire qu'elle était mauvaise, quand je crois qu'objectivement, c'était vrai. C'est carrément ça. Hillary Clinton n'était pas une très grande candidate non plus. Et beaucoup de gens même au sein des démocrates, je crois, ne voulaient pas le dire à haute voix. Parce qu'on n'avait peur de se faire traiter d'antiféministe ou de masculiniste et ça. On sait bien les étiquettes qui sont donc, avec. Les démocrates, on dirait qu'ils n'ont pas appris de leur défaite de 2016, premièrement, celle de Hillary Clinton. Et on se rappellera que les sondages mettaient Clinton largement en avant jusqu'à la dernière minute. Les dernières élections n'étaient pas complètement différentes. Hein? Trump et Harris, d'après plusieurs sondages, étaient nez à nez. Oui, j'entendais des gens qui disent ça va prendre des semaines pour compter tous les votes, ça va être tellement serré, puis on a eu le même soir. Donc, exactement. On dirait que les démocrates ont plus ou moins appris, depuis leur défaite de 2016 et celle de 2024. Ceci dit, je crois qu'une prise de conscience du côté démocrate après la défaite de 2024 contre Trump, je crois que là, ils s'alignent un peu plus. On voit qu'ils sont moins verbales, dans le sens qu'on s'exprime moins, puis on est moins dans la rhétorique Trump est un fasciste et Trump est l'extrême droite. Soudainement, ils se sont comme rendus compte que ça payait pas et que c'est carrément faux aussi. Il y a ça aussi. Non, tu as fait une belle analyse de qu'est-ce que ça vient avant, les débats, puis la campagne. Mais là, je voulais rentrer vraiment. Donc, Trump arrive. Là, il est élu. Donc là, j'aimerais écouter parler de Trump parce que même s'il s'agit d'un président qui est très controversé, on sait bien ça, donc on connaît tout ça, il a réussi quand même à gagner les votes populaires. Ça fait longtemps qu'on ne veut pas ça. Il a réussi à la Chambre. Il a réussi le Sénat. C'était quand même un message. Il a tout. C'était quand même un message fort. Puis si c'est bien sûr que les gens disent, qui crient ici à gauche, à droite, c'est là, mais c'est la démocratie qui a parlé d'une certaine façon. Puis il a gagné tout de façon très impressionnante. C'est quand même un message qui dit, écoute, les gens m'ont choisi quand même. Je vous avouerai que j'avais prédit une victoire de Trump, mais une victoire serrée. Et de deux, j'avais dit il va gagner, mais il va gagner le vote du collège électoral, donc les points du collège électoral. Il ne gagnera pas le vote populaire. Le dernier, de mémoire, président républicain à avoir gagné le vote populaire, c'est soit Bush père ou Reagan juste avant. Donc, les années 80 ou jusqu'en 92, avant que Clinton l'emporte. De mémoire, ici, là, peut-être je me trompe, mais en gros, pour les républicains, c'est devenu presque impossible. Et il l'a remporté, ce qui démontre la grandeur de son peut-être de sa victoire. La coalition que Trump a bâtie pour obtenir une telle victoire en est une aussi. Je crois que plusieurs républicains ou conservateurs, je dirais, aux États-Unis, plusieurs Américains et point, pensaient impossible, c'est que Trump a refondé le parti à son image. Le Parti républicain, je veux dire. Le Parti républicain était aussi un parti de l'élite côtière, en particulier ce qu'on appelait l'espèce de bande qui passe du New Hampshire jusqu'à New York, jusqu'à Washington et Boston. Donc, une espèce d'élite financière très libérale au point de vue économique, donc libre marché, mondialisation heureuse et ce genre d'idées économiques-là. Et Trump a renversé ces gens-là qui étaient aux manettes du pouvoir du Parti républicain et a transformé ce parti-là en parti socialement conservateur et populiste. Pour certains, c'est une insulte, mais à mon avis, c'est là où la grande coalition républicaine conservatrice a pris place et qui a permis à Trump de l'emporter. C'est qu'il a renversé cette élite technocratique et économique du Parti républicain qui avait aucune
influence et même qui suscitait un rejet profond de l'Américain moyen de l'Ohio qui avait perdu son emploi, qui avait été délocalisé en Chine, ou les gens du Texas. C'est ça qu'il faut vraiment définir, parce que les gens qui essayent d'attaquer les conservatismes, Trump, il n'est pas vraiment un conservateur, il est un populiste, parce qu'il faut se rappeler que le populisme, il est une pathologie des démocraties. Puis quand ça vient, c'est juste quand il y a des problèmes surtout économiques, on a vu ça pendant l'histoire. Donc, lui, c'est ça la difficulté des gens d'analyser Trump, parce qu'ils veulent vraiment, des fois, je vois dans les médias, les gens qui essayent d'analyser comme... Et oublie ça, il utilise des outils de populisme pour faire sortir ses intérêts, puis il fait de façon transactionnelle. Il ne veut pas la question géopolitique. Il n'est pas les gens des présidents qui vont se réveiller un matin, 5 heures du matin, puis il est tous les briefings géopolitiques. Non, lui, il fait qu'est-ce qu'il a à sa tête, puis il part. Mais là qu'il il va être pouvoir le lundi, qu'est-ce qu'on peut vraiment... C'est sûr que c'est difficile. Je crois que des fois, les gens essayent de sous-évaluer, analyser qu'est-ce que Trump va faire, mais est-ce qu'on peut savoir vraiment en quoi on s'attend du début de son mandat? Est-ce qu'il va être un mandat plus radical que son premier, juste à cause de sa domination politique? Est-ce que... Comment vous voyez ça un peu, ces débuts de mandat? Je crois qu'on peut s'attendre à des remous beaucoup plus importants que lors de sa victoire en 2016, alors qu'à l'époque, on nous annonçait l'avenue du Troisième Reich. Mais ça va être... Il va y avoir des remous, je crois, économiquement parlant. Je crois que Trump... Là, je vais faire une psychanalyse de salon, là, vous me permettez, oui, s'il oui. vous plaît. Vas-y. A développé... comment dire, pas une phobie, mais une crainte qui n'est pas tout à fait irrationnelle de ce qu'on appelle le deep state. Et donc, les pouvoirs qui sont enracinés, si on peut dire, technocratiques, bureaucratiques de Washington, qui survivent à chaque administration, chaque président, le FBI en particulier. Et il en est venu à la conclusion, je crois, que tout ce système-là est contre lui. À la limite, ils ont essayé de l'assassiner. À mon avis, c'est ce qu'ils croient. La tentative d'assassinat qui a presque réussi, les deux d'ailleurs, là, la deuxième plus ou moins pas assez proche, mais était de proche ou loin, pas tout à fait déconnecté, disons, là, du deep state. Là. On tombe dans ce que certains appelleraient le complotisme, mais je crois qu'il y croit. Et l'espèce de vente d'état judiciaire auquel il fait face depuis 2016 fait partie de cette analyse-là. Et donc, il est vindicatif envers le deep state américain en premier. Là. Je pense pas qu'il croit vraiment à ça, mais il sait que ça enflamme ses troupes. Il sait qu'il y a on a vu que ça se passait le 6 janvier avant, mais je pense qu'il utilise ça aussi pour enflammer ses troupes, pour garder, parce qu'il a quand même une force énorme. On voit que, une autre chose, c'est ses nominations. On sait que même s'il y a des gens qui disent « Ah, mais Donald Trump, il fait certaines nominations que nous, on regarde qu'il n'y a pas de bon sens. » Mais au bout de ligne, les nominations, c'est quand même une question de loyauté. Lui, il veut des gens qui veulent l'appuyer parce qu'il sent cette complot contre lui, mais il a nommé des gens comme le ministre de la Défense. On voit que ça se passe. Robert Kennedy, on connaît toutes ses déclarations. Pamela Bondi, j'ai regardé un peu, elle était au Sénat, puis les gens demandaient hey, tu croyais-tu que Trump a perdu? Elle n'a jamais avoué. Donc lui, on voit qu'il s'entoure avec les gens qui sont vraiment, qui sont avec lui. Mais même tout ce que les gens disent, je ne sais pas pourquoi il a choisi ces gens-là, mais il ne faut pas oublier que lors de son premier mandat, il avait aussi nommé plein de gens qui étaient proches de lui, mais il a des gens qui n'ont pas duré longtemps. Donc lui, il a aussi quand même un tempérament qui, même si ces gens-là sont très loyaux, à un moment donné, s'il dit « OK, toi, tu es d'accord », on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire avec. Donc, je pense que les gens, avec ces nominations, ça ne veut pas dire que ces gens vont rester longtemps en pouvoir aussi. Je vous dirais que cette fois-ci, il a sûrement mieux choisi. Ah ouais? Vous aurez remarqué que toutes les nominations qui ont été faites, c'est ce qu'on peut appeler des outsiders de Washington. Il n'y a pas de insider. C'est tous des gens qui sont un peu anti-système, là, si je peux utiliser des termes un peu galvaudés, qui vont à l'encontre, j'ai envie de dire, il y a un autre terme galvaudé, là, mais du discours dominant washingtonien, new-yorkais. Et c'est voulu. C'est voulu parce qu'il ne veut pas choisir des gens de l'interne, si on peut dire, du système, là, si je peux dire, washingtonien, parce qu'il ne leur fait pas confiance. Et en 2016, il y avait quand même un lot d'outsiders déjà de choisir. Mais Trump est un peu naïf politiquement et avait choisi plusieurs... On lui avait proposé différents conseillers, différentes nominations, de telle personne à tel poste, blablabla, qu'il connaissait peu, je crois. Et il l'avait accepté. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont, entre guillemets, qui ont été forcés de quitter tôt. Il s'est rendu compte que plusieurs travaillaient contre lui. Donc cette fois-ci, je crois qu'il s'est isolé lui-même et a décidé, avec son cercle rapproché,
de créer une carapace ou même, je dirais même une tranchée entre lui et l'État. L'État bureaucratique, là, je veux dire, là, pas l'État, la présidence, la Maison-Blanche et le bureau ovale. Oui. Exact. Et donc, je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre les nominations. Les gens qui disent que Robert Kennedy, par exemple, à la santé n'a aucun sens, peut-être. Honnêtement, j'ai pas l'expertise médicale et en santé publique. C'est plus par rapport aux déclarations qu'il a eues, mais c'est drôle parce que lui, M. Kennedy, il avait certaines choses qui, de son côté, que je pense que ça vient contre parler de anti-État, ces affaires. Ça, c'est vraiment il parle beaucoup de Big Pharma. Puis ça, c'est une réalité. On enlève le complotisme, les choses qu'il dit des vaccins, mais la réalité que les Big Pharma, je vois des gens qui disent beaucoup, il faut attaquer les GAFA, Facebook, Meta, mais les Big Pharma, ils ont quand même un pouvoir très grand. Puis Kennedy, c'est ça qu'il attaque aussi. Donc, je sais pas. Ben, quand je parlais d'antisystème, c'est exactement ça. Comme vous l'avez dit, il a pris quelqu'un, Robert Kennedy, qui est à l'opposé total des intérêts des Big Pharma. Et donc, excusez. Et ça explique pourquoi il choisit ces gens-là. Il ne veut pas être redevable de ce qu'appelle le système. Il ne veut pas être forcé à prendre des décisions qui ne sont pas les siennes et qui finalement vont lui revenir au visage par la suite. Robert Kennedy, comme ça, Peter Hegseth, qui est le nouveau secrétaire de la Défense, un outsider total de l'establishment militaire américain. Il a été extrêmement critique envers ce qu'on appelle les Joint Chiefs, les grands chefs des différents corps armés de l'armée américaine. Jamais est-ce qu'un autre président, à mon avis, aurait choisi quelqu'un comme ça. C'est un exemple du manque de confiance que Trump a envers même l'outil militaire. Je donne un exemple. Trump voulait mettre fin à la guerre d'Afghanistan lors de sa présence en 2016-2020. Et ce qu'on en a compris par la suite, c'est que les Joint Chiefs, donc les quatre grands chefs des différents corps américains, l'ont empêché de le faire. Par des façons technocratiques, en contournant un peu ses ordres directs. Et donc, ça ne s'est pas fait. Et quand Biden est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qui est arrivé? Biden est sorti d'Afghanistan. Pourquoi? Parce que l'armée l'a suivi. Mais il y a une chose que tu dis, c'est intéressant parce que les gens qui suivent parce qu'il y a beaucoup de la politique américaine depuis longtemps, il y a une question de qui va être ceux qui a fini la guerre. On se rappelle, la guerre du Vietnam, Nixon, c'est ça qu'ils disent les livres d'histoire, ont négocié pour que c'est lui qui ait les capitales d'avoir fini. Donc, il y a aussi quand on est en période de transition, il y a toujours est-ce que ça va être moi qui va être connu comme celui qui a fini la guerre? Donc, il y a ce jeu aussi qui s'ajoute. Oui, c'est beaucoup de la politique qui se joue là-dedans aussi. Donc, tout le monde veut être ceux qui a fini la guerre, ceux qui a vraiment... Donc, ça se passait avec Nixon, ça se passait avec d'autres aussi. Donc, personne ne va être connu comme celui qui a passé 4 ans à gérer une guerre. Donc, ça aussi, c'est très difficile aussi pour un président qui arrive. C'est difficile. Je me rappelle que Biden avait dit je ne veux pas passer cette responsabilité de mettre fin à la guerre en Afghanistan, qui était la plus longue dans l'histoire des États-Unis, peut-être même la plus coûteuse, à mon prédécesseur, ou à la personne qui va me remplacer, je devrais dire. Et j'étais plutôt en accord avec ça. Il avait raison. Il fallait que un des présidents décide, vous savez, c'est pas moi qui va continuer cette guerre-là indéfiniment, ingagnable. On peut fortement critiquer la façon que ça a été fait. Et c'est ce que Trump a fait par la suite. Il a fortement critiqué la façon avec laquelle Biden et son administration ont géré le départ de l'Afghanistan. Mais du côté trumpien, l'épisode de la guerre d'Afghanistan et de la fin, le retrait de l'Afghanistan, était l'exemple parfait du fait qu'il ne pouvait pas faire confiance à l'establishment militaire qui, à son avis, travaillait contre lui, non pour lui. Exact. Philippe, je vous appelle, c'est Philippe Labrec, qui est notre spécialiste au niveau de politique américaine. J'ai 1 minute avant de finir, mais je voulais quand même te poser une question avant de te laisser partir. Qu'est-ce que tu vas surveiller lundi lors de la sermentation de M. Trump? Je crois que c'est ce qui va venir après, c'est les tarifs. Okay. Il y a certaines théories, certains analystes, disons, qui anticipent que Trump va aller s'embarrer lui-même dans le bureau ovale et va commencer à signer des décrets exécutifs. Et disons, on met tel ou tel tarif sur tel ou tel pays et il ne va faire que ça pendant des heures. Et là, peu de temps après, on va se rendre compte, il faut le gérer. Philippe Labrec, merci beaucoup. Philippe Labrec, c'est chroniqueur, observateur de la scène de la politique américaine et aussi il contribue avec l'actualité. Restez là, on fait une petite pause puis on revient tout de suite après pour parler de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec avec Antoine Dion Charret.
Rebonjour. Donc, c'est ça, on est là. On a une belle journée, on samedi 18 janvier. Il fait très, très frais. Ça commence bien. C'est une belle journée pour parler de politique. C'est une belle journée pour parler des enjeux qui s'en viennent. Puis aujourd'hui, vous avez vu, on a parlé beaucoup sur la politique américaine, qu'est-ce qui s'est passé, tout ce que ça s'en vient avec M. Trump. Mais là, on va changer de sujet. On revient chez nous. On revient ici au Québec parce que aussi, ici au Québec, on a une course très intéressante qui est amorcée un peu doucement. Puis il y a plein de choses qui se passent. Puis on va parler avec quelqu'un qui connaît beaucoup le Parti libéral du Québec. Il va essayer de trouver d'abord un chef parce qu'il n'a pas, c'est juste un, parce qu'il n'y a pas de femmes à date. Il va nous expliquer, il va faire une analyse. C'est Antoine John Charest, c'est un spécialiste, c'est un analyste politique qui connaît beaucoup les PLQ. Monsieur John Charest, bonjour. Bonjour. Écoute, avant de commencer, comment vous pouvez qualifier la dynamique actuelle de la course à la chefferie du Parti libéral? Parce qu'au début, je me rappelle Marc Tanguay, qui c'est le chef intérimaire, chaque fois qu'il posait des questions, les journalistes disaient, puis est-ce qu'il va en avoir une course, ça va être un couronnement? Les gens faisaient comme une blague. C'est quoi la dynamique aujourd'hui? Je pense que quand on parle du PLQ, de la reconstruction du PLQ, puis en particulier de la course au leadership, moi, je vois trois grands moments. Mm-hmm. Il y a la défaite électorale de 2022, où là, le parti est considéré comme étant impertinent. Au fond, une des leçons qu'on a tirées, puis dans bien des régions, le PLQ était totalement absent. Le message du PLQ, les propositions du PLQ percolaient pas, suscitaient pas d'intérêt. Et il y a eu une période où je pense que bien des libéraux étaient inquiets parce que et des observateurs semblaient dire que le parti n'existait pas réellement. Et là, petit à petit, le PLQ a commencé à se reconstruire. Il y a eu des événements importants, je pense le rapport du comité de la relance. On a commencé à discuter de la course à la chefferie et bien sûr, il y a eu la candidature de Denis Coderre. Quand Denis Coderre... Non, mais quand même, il faut reconnaître à Denis Coderre que ça a suscité de l'intérêt. Oui, en fait, alors, premier moment, un moment très difficile, post-électoral. Deuxième moment, je pense que il y a eu... les libéraux ont remis un rapport du comité de la relance où ils font des propositions sur la reconstruction du parti. Là, le vrai deuxième moment, c'est le déclenchement de la course. Et là, je pense que ça commence à susciter de l'intérêt. Avant. Et là, on s'intéresse un peu plus au PLQ, on s'intéresse un peu plus aux candidats. On connaît un peu mieux les candidats, on connaît un peu mieux leurs idées. Et le troisième moment, à mon avis, ça va être l'élection du prochain chef. Alors là, on est dans la deuxième phase, je pense, du processus là, de reconstruction du PLQ. Si on revient un peu quelques questions avant, donc, vous considérez que toute l'analyse, tout ce qui était les partis avaient besoin de faire, parce que les gens parlaient beaucoup de la traversée du désert, parce qu'il faut que les PLQ prennent du temps, parce que c'est une partie qui était au pouvoir longtemps. Donc, pour vous, cette partie est passée, puis on commence à mettre les partis sous les rails. C'est bien ça? Je ne sais pas si cette partie-là est passée. Souvent, c'est un parti politique qui a gouverné le Québec depuis plus d'une douzaine d'années. C'est très long. Habituellement, la moyenne des gouvernements, c'est 9 ans. On le voit au gouvernement fédéral. Ouais. La moyenne d'un parti, la durée de vie d'un parti au pouvoir, c'est environ 9 ans. Les libéraux l'avaient largement dépassé. Et donc, je pense qu'ils rattrapent ces quelques années où ils se reconstruisent pour une raison simple. Les partis politiques, ça ne se reconstruit pas quand ça gouverne. Ça se reconstruit quand c'est dans l'opposition. Alors, il y a une longue phase de reconstruction. Puis là, je pense que ça se poursuit avec la chefferie. Moi, je pense que c'est pas terminé. Puis s'il y a des libéraux qui pensent qu'aujourd'hui, leur parti est sur les rails, qui peuvent tout simplement se doter d'un chef et gagner la prochaine élection. Je pense que c'est un parti politique qui n'est pas rendu là. Mais là, c'est une étape cruciale pour le PLQ. Il faut qu'ils aient un nouveau chef, puis il faut qu'ils aient un chef qui incarne une vision, des idées, et qui est capable d'offrir une alternative crédible aux Québécois. On n'y est pas encore. En fait, on est dans le processus de sélection. Et c'est très intéressant parce qu'il va y avoir 5 débats. Il y a des candidats assez différents les uns des autres, qui ont des parcours de vie, des parcours professionnels qui sont assez différents des uns des autres, entre un Denis Coderre, un Pablo Rodriguez. On va y venir. On va y venir. Je vais t'écouter sur chaque candidat aussi, mais je voulais t'entendre avant. Vous avez décortiqué un peu les profils des personnes désirées. Ici, mais une chose qu'il va falloir aussi, que cette personne-là soit capable de se reconnecter avec les francophones. Tout le monde en dit que absolument. Les PLQ, on voit la carte, quand on voit la carte de la dernière élection, les PLQ est juste à Montréal, puis alentour, c'est tout bleu, CAQ. C'est donc, vrai.
c'était un parti qui était connu en région aussi, sauf, je pense, qu'André Fortin qui est à Ottawa, puis Linda Caron qui est un peu... La Pinière, Rive-Sud, mais c'est la grande région de Montréal. Montérégie, mais c'est la grande région de Montréal quand même, Montréal. Donc, est-ce que cette portion d'être capable de parler aux francophones, les gens qui sont vraiment dans le Québec, là, en haut, est-ce que vous voyez des candidats dans cette course avec cette capacité? Il est trop tôt pour le dire, parce que je ne sais pas quelles sont précisément les idées ou la vision de chacun des candidats. Une chose est sûre, vous avez raison, il faut que le Parti libéral du Québec soit capable de se rebrancher sur les Québécois, sur une majorité de Québécois. Et c'est pas un électorat en particulier, parce qu'il y a des anglophones qui n'ont pas voté libéral à la dernière élection, ou bien qui ne sont pas sortis voter, ou bien certains d'entre eux, à Montréal d'ailleurs, ont voté conservateur. Alors, c'est dans toutes les catégories des électorats, des électeurs. Puis le grand défi du PLQ, c'est de retisser le lien, se rebrancher. Et ça, je pense qu'un des ingrédients, ou ce qui va permettre, si on veut, je pense, au candidat qui va devenir chef, d'être élu, c'est de convaincre les libéraux que lui va pouvoir pas juste gagner l'élection, mais reconnecter avec une majorité de Québécois. Ça, c'est un des grands défis, c'est une des grandes questions de la prochaine course, de la course au leadership au PLQ. C'est la question qu'il va falloir se poser. On a la CAQ. La CAQ, c'est intéressant parce que la CAQ, quand M. Legault, le 12e mandat, il a dit « j'ai besoin de mandat fort pour faire tout ce qu'il voulait faire ». Il a eu son mandat fort, presque 90 députés. On voit le résultat. C'était questionnable. On a le PQ aussi qui domine actuellement les sondages. Le PQ avec Paul Saint-Pierre Plamondon qui est très fort. Quel positionnement que le PLQ va aller chercher pour redevenir une force électorale majeure? Parce que la CAQ, elle est bien établie. Les PQ sont les sondages. Et on ne peut pas oublier que le PQ... ils essayent d'aller vraiment de ramener la question de la souveraineté, les référendums, la séparation. Comment que le PQ va se positionner là-dedans? Nationalisme, il va être plus économique? Comment il va essayer de se débrouiller au milieu de cet échiquier politique? Deux remarques sur le Parti québécois, parce que c'est une bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs qui sont allés parquer, stationner leur vote au PQ, puis des électeurs qui sont mécontents à l'endroit de la CAQ. Autrement dit, c'est pas des souverainistes convaincus. Mais il y a beaucoup de gens qui voient aujourd'hui sur l'échiquier politique québécois le PQ comme étant la seule alternative crédible. Et puis, deuxième remarque, le PQ fondamentalement va bien et dans le haut des sondages quand la souveraineté, elle, est populaire. Alors, c'est pour ça, moi, je ferais quelques nuances. Il faut accorder le crédit nécessaire. Moi, j'accorde du crédit à Paul Saint-Pierre Plamondon. Il faut. 1, il réussit à imposer des thèmes dans l'actualité. 2, il arrive à faire la démonstration qu'on peut faire beaucoup en politique, faire parler de son parti, faire des bons coups avec très peu de moyens. Exactement. Très peu de moyens. Et j'ai envie de dire, libéraux, inspirez-vous de PSPP. Pourquoi pas faire cette fleur à PSPP puis lui dire, mais il n'y a pas de raison que les libéraux ne soient pas capables de faire la même chose. Il n'y a aucune... pas d'excuse. Non, il n'y a pas. Mais il faut reconnaître que le PQ a réussi à se positionner. Le problème du PQ est le suivant. La souveraineté n'est pas plus populaire qu'elle ne l'était il y a 2 ans. Par exemple. Alors, ils ont un défi devant eux. Pour ce qui est du PLQ, je pense que ce serait une erreur si les libéraux essayaient d'être une pâle copie de la CAQ. S'ils essayaient de ressembler à leurs adversaires. Autrement dit, s'ils allaient chercher des positionnements ou des idées à la CAQ. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'une des erreurs qu'ont fait les libéraux à la dernière élection, je ne sais pas s'ils en étaient conscients ou non, c'est qu'on a eu le sentiment qu'ils essayaient de plaire à tout le monde. C'est vrai. Le problème, c'est que le PLQ vend le même produit aux Québécois depuis 157 ans. Il aurait dû rester sur sa marque. Il aurait dû rester sur ce sur quoi il est le plus solide et expliquer aux Québécois qu'il est le mieux placé. Alors, il doit se distinguer de la CAQ. Moi, je pense que c'est ça le grand défi. Mais il faut le dire aussi, une chose qu'il faut le donner. J'ai regardé, je faisais une analyse à la dernière session. C'était une bonne session quand même pour le PLQ. C'est Absolument. comme avec une chef intérimaire, écoute, je me rappelle André Fortin au niveau de la santé, quand il a essayé dans une commission de prendre rendez-vous devant M. Doubé, que ça n'a pas marché. C'était un bon coup. Il y avait Marois Risky, il y avait Monsef Deragid, toute Linda Caron. Donc, c'était pas une mauvaise. Ils ont une belle session, mais c'est sûr que c'était pas une session éclatante au niveau des médias. Mais si on prend au niveau politique, c'était pas mauvais non plus.
Non, c'était pas mauvais. On sent que les députés maîtrisent mieux leur dossier. On sent qu'il y a une plus grande cohésion dans le caucus libéral. On sent que ce soit sur l'enjeu de la santé, que ce soit sur l'enjeu de l'éducation. André Fortin, Marois Risky, Monsef Déragi qui met l'accent sur les PME, l'économie. On sent que le caucus est beaucoup plus professionnel, discipliné et là, identifie des enjeux clés sur lesquels le PLQ est crédible. Et ça, c'est bon pour le parti. Mais est-ce que ça suffit pour convaincre les Québécois? Est-ce que c'est suffisant? Je pense pas. Je pense que là, il faut faire un pas supplémentaire et les libéraux doivent faire la démonstration, s'ils veulent se rebrancher sur les Québécois, qui sont une alternative crédible. Et là, il va falloir qu'ils répondent à des questions très claires. Sur l'éducation, ils proposent quoi qui est différent de la CAQ? Et comment ils vont le faire? Sur la santé, ils proposent quoi? Est-ce qu'ils sont... Et ça, c'est quand même un sujet majeur. Moi, je pense qu'il y a un sujet en santé, c'est l'accessibilité aux soins. Alors, éducation, santé, mais j'ajouterais les garderies, relations fédérales provinciales. Si c'est le seul parti fédéraliste au Québec, encore faut-il qu'il, fasse la démonstration que le fédéralisme, ça fonctionne pour le Québec et sa vision et ce qu'il propose. Mais je pense qu'une faiblesse qui s'est marquant au niveau du PLQ, qui c'était une marque de PLQ pendant des années. On sait que les gens, le PLQ prenait des immigrants pour acquis, c'est parler d'immigration. Je ne vois pas aujourd'hui une politique, une vision forte, définie de l'immigration du PLQ. Tandis que c'est un parti qui, sa base, c'était vraiment une bonne base des gens qui sont issus de l'immigration. Donc, je pense que les Québec solidaire a réussi à remplir cette vide. Et avec Guillaume Clichy-Richard, il est super compétent. Madame Fréchette, quand elle était ministre de l'immigration, elle a réussi. Mais je pense que le PLQ a eu Monsef, Philomena, là c'est André, j'ai oublié les noms, c'est l'autre. André Morin. André Morin. Donc, il a eu 3 personnes, puis les PLQ n'est pas encore dans les débats d'immigration. Puis je pense que ça va faire un peu mal au PLQ aussi. Ce qui est difficile en politique québécoise aujourd'hui, c'est que c'est devenu excessivement difficile d'avoir un débat serein, apaisé, sur l'immigration. Ça, c'est vrai. On a besoin d'un adulte dans la salle pour parler d'immigration. Je trouve que c'est dommage parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord sur notre vision de l'immigration au Québec, mais on devrait être capable de se parler puis d'avoir une conversation sérieuse et se dire, c'est quoi la vision du Québec en matière d'immigration? Quelle est la vision en matière de gestion de la diversité, par exemple, en matière d'intégration? On vit dans une fédération, mais c'est le Québec qui intègre les nouveaux arrivants. L'école, le travail, le logement, l'éducation, l'accès à la santé. Alors là, les libéraux doivent se positionner. Et je pense que ce qu'on a beaucoup reproché aux libéraux dans les dernières années, c'est de ne pas avoir de position claire sur les sujets comme l'immigration. Mais j'ajouterais à ça la langue. J'ajouterais à ça la langue française. Et ils ne sont pas obligés d'avoir les mêmes positions que la CAQ ou le PQ ou Québec solidaire. Mais il faut en avoir une position. Mais je pense que les électeurs ont raison quand ils disent on ne sait pas où vous vous situez et dites-nous ce que vous pensez puis ce que vous nous proposez puis ensuite on jugera. Et ça, c'est un défi des candidats à la chefferie. Et en parlant des candidats à la chefferie, on arrive, la course est lancée, on a 4 candidats en liste puis un autre de la Beauce, mais c'est pas encore vraiment défini. Puis on commence par Pablo Rodriguez. Okay? On a Pablo Rodriguez qui est souvent cité par les médias comme c'est les favoris de la course, quelqu'un qui vient du fédéral. Je comprends pas vraiment tout cet engouement parce que Pablo Rodriguez, même si on sait que la politique c'est beaucoup d'images, c'est beaucoup des stratégies, quand il a traversé les ponts pour dire qu'il vient à Québec, mais on voit aussi que quand il donne des interviews, il est vraiment mal à l'aise. Il y a quelque chose qui chicote un peu quand les gens posent la question parce que on peut pas enlever les années qu'il était à côté de M. Trudeau. On parle de multiculturalisme, il était d'accord avec ça. On parle de la dette, même s'il dit le dernier chèque de 250, j'étais contre. Oui, mais c'était pas juste ça. C'était donc, lui, OK, c'est bon, il revient au bercail parce qu'il était un ancien libéraux aussi, mais ça va être difficile pour lui aussi de se détacher de cette image. Puis on voit déjà des attaques de gauche et de droite, mais c'est une réalité, c'est un fait. C'est un fait qu'il était à côté de M. Trudeau, puis il ne peut pas aujourd'hui dire « Ah non, je pense différent », puis là, puis c'est notre... Ça va être un des défis pour Pablo Rodriguez. D'abord, le PLQ, c'est pas le PLC. Exact. Un des grands défis de Pablo Rodriguez dans la course au leadership, c'est qu'il va falloir qu'il change d'habit. Il faut qu'il mette ses habits PLQ
Et il faut qu'il parle des enjeux. Quand on vient... La politique provinciale, la politique québécoise, c'est pas la politique fédérale. Les enjeux sont pas les mêmes, les préoccupations sont pas les mêmes. Puis tu dois répondre très clairement en matière de santé et d'éducation sur ce que tu vas faire, quelle est ta vision et tes propositions. Pablo Rodriguez, il est connu. Il a de l'expérience politique. Il a été lieutenant du Québec. Je pense qu'il y a des arguments à faire valoir. Oui, mais ses adversaires vont... Mais vous avez raison, ses adversaires vont vouloir le définir comme étant le candidat d'Ottawa, qui n'est pas véritablement un libéral québécois, et qui est associé à Justin Trudeau, qui est un des politiciens aujourd'hui les plus impopulaires au Canada. Et ça, il faut qu'il se détache. Alors, le défi, c'est qu'il ne peut pas nier. Il a dit qu'il assumait entièrement son passage à Ottawa, et je pense qu'il a raison, parce que s'il faisait le contraire, on lui reprochait d'être hypocrite. Ouais. Alors, lui, il faut qu'il incarne quelque chose de nouveau. Il faut qu'il fasse un pitch. Puis, je veux faire une remarque parce que moi, comme observateur, ce qui me surprend jusqu'à présent, puis vous me répondrez, la course vient de commencer, j'ai toujours pas, moi, compris pourquoi les candidats, quelle était la vision des candidats, puis je veux être très clair, dire, moi, je m'attends à ce qu'ils disent pourquoi je suis candidat, pourquoi je veux être chef du PLQ, puis comment je vais faire pour rebâtir le PLQ de sorte à ce qu'il puisse gagner. Moi, je pense qu'il faut que les candidats répondent très clairement à cette question-là. Et j'attends encore. Je suis encore sur ma faim, moi. OK, on va voir ça avec les débats. Un autre candidat que j'ai vu, j'étais vraiment surpris de façon positive, c'est Charles Milliard. Ouais. C'est ancien de la Fédération. C'est un ancien pharmacien de formation. Pharmacien de formation aussi. Moins connu du grand public, mais j'ai vu que ses interventions, il est bien structuré parce que d'abord, les gens pensaient au début de la course que la jeunesse de PLQ était d'abord avec Frédéric Bushman, puis il a fait tout un coup avec une lettre qui est sortie d'un des militants qui lui a... Lui, il a aussi la jeunesse de son côté. Il est très pertinent et il est un libéral aussi de longue date. Il connaît ses dossiers et c'est sûr qu'il n'a pas encore montré ses propositions, mais c'est quelqu'un qui, même les médias, voient vraiment avec beaucoup de potentiel, surtout pour faire face à M. Rodriguez. Donc, Charles Milliard, c'est quand même une belle candidature pour les partis PLQ. Ben, si Pablo Rodriguez, c'est le favori, Milliard, c'est le prétendant. Là. Ça, c'est bon. Il y a bien des gens qui pensent que la course va se jouer entre ces deux candidats. Charles Milliard, il a une belle feuille de route économique. Il a été vice-président chez Uniprix, vous l'avez dit, pharmacien de formation. Il est jeune. Jeune, oui. Il est nouveau en politique. Ouais. Ce qui est un plus pour un parti qui prétend vouloir se reconstruire puis se rebrancher. Il joue beaucoup la carte des régions, ce que je trouve intelligent. Puis, il a le soutien de Raymond Bachand, ancien ministre des Finances, et j'ai trouvé que c'était très habile que ce soit Raymond Bachand qui envoie une pique très subtile, qui critique Pablo Rodriguez puis le fait qu'il était associé au déficit de Justin Trudeau. Et j'ai trouvé ça très, très intelligent. Alors, Milliard a quelque chose à valoir. C'est la nouveauté, c'est la jeunesse, il incarne le renouveau du parti. Ça, c'est très intéressant. Puis Charles Milliard, il a réussi quand même à amener certaines personnes du caucus avec lui, comme Pablo Rodriguez. Donc, Pablo Rodriguez, il a 4 avec lui. Milliard aussi, il a d'autres, plus les anciens. Donc, ça me ramène à M. Coderre. Parce que M. Coderre, même s'il critique beaucoup l'establishment, puis personne ne sait trop de qui il parle, mais il a des noms. Mais lui, c'est quand même une candidature qu'on ne peut pas négliger. C'est quelqu'un qui connaît la politique, c'est quelqu'un qui écoute. Il a déjà, on connaît son passé, mais c'est quelqu'un aussi qui peut jouer les troubles faits sur la façon que les choses sont faites. C'est quelqu'un qui a de l'expérience politique, qui a un beau parcours politique, puis c'est quelqu'un qui a beaucoup fait parler du parti. Je pense que la difficulté avec M. Coderre, c'est qu'il parle beaucoup de lui, et il ne parle pas beaucoup du PLQ ou du Québec, ou de sa vision du Québec. Et quand je voyais son annonce, une entrevue qu'il a donnée à LCN hier, où il parlait encore de ses démêlés avec Revenu Québec, il devrait parler de sa vision et de ce qu'il veut faire pour le Québec. Plate. Il avait, hier, quand il a annoncé sa candidature, je m'excuse de te couper, mais il avait 10 points à parler, mais il parlait de lui. Puis j'ai trouvé plus intéressant, c'est qu'il parle de lui à troisième personne. Ça, je trouvais vraiment... Un conseil, c'est concentrez-vous à parler aux libéraux et du PLQ, et non pas de votre personne. C'est ça. Et si c'était son conseiller aussi, je disais, écoute, ça ne donne à rien d'acheter de se battre avec ça. C'est ça que les gens disaient. Il avait proposé des choses quand même intéressantes. GNL, il parlait d'eau, il parlait de plein de choses, mais on sait bien comment ça fonctionne. Les médias, on parlait de lui, on parlait de ses démêlés, puis on n'a même pas parlé de ses propositions parce que c'est les seuls
qui a proposé quelque chose à date. Donc ça, c'est... En tout cas, mais il va s'ajuster, il a le temps. J'ai hâte de voir dans un débat les croisés de fou entre Coder et Rodriguez. Mais là, un autre aussi qu'on peut pas en passer aussi, c'est Marc Bélanger. Il est moins connu des quatre. C'est un avocat des Matanes. Il essaie de convaincre les militants. Il parle beaucoup de choses. Comment tu vois lui? Marc Bélanger, c'est aussi un candidat qui va jouer la carte des régions. C'est un avocat fiscaliste, vient de la Gaspésie. La Gaspésie est une région où les libéraux doivent se reconstruire. Alors moi, je pense que c'est un plus pour la course au leadership. Moi, je pense qu'il avance des idées intéressantes et je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Moi, je regarde les candidats puis je me dis, bon, ben là, enfin, les libéraux se sont ressaisis. Ils ont des candidats de qualité. Je pense qu'il va y avoir des idées intéressantes. Et il faut qu'il puisse faire la démonstration qu'il se rebranche avec les régions. Je pense que Marc Bélanger participe de ça. Puis quelqu'un comme Marc Bélanger, qui gagne ou qu'il ne gagne pas, je pense que ce serait bon pour le Parti libéral du Québec qu'il soit candidat à la prochaine élection et qu'il soit élu. Alors là, au moins, on a une belle brochette de candidats, des gens qui sont compétents, qui ont un bon bagage professionnel, politique. Je pense que petit à petit, c'est un parti qui commence à redevenir pertinent. Chose intéressante, on va finir avec ça, mais il faut qu'ils se rappellent aussi les candidats, il va y avoir des débats, mais comme vous bien mentionnez, M. John Charest, c'est qu'à la fin de tout ça, il va en avoir les élections. Donc, ils ne peuvent pas entre eux parce que peu importe qui va gagner, c'est quand la décision qui va être connue? C'est le 15 juin. Le 15 juin. Donc, après le 15 juin, on va connaître les chefs, mais par la suite, ces gens-là peuvent être tous les candidats pour aider les PLQ à reconquérir la politique du Québec. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. C'était très intéressant. On a eu des sujets super importants parce que si vous ne savez pas, la politique va gérer votre vie. Donc, je vous conseille fortement à s'intéresser. Et on revient la semaine prochaine. Je suis Paulo Dantaz. Encore une fois, exceptionnellement, la semaine prochaine, je vais remplacer l'émission Société. Merci à vous et prenez soin de vous autres.